Bonjour et bienvenue à cet atelier formatif. Moi, je me présente, je suis Guylaine Dupuis, conseillère cadre à la direction de soins infirmiers, chargée de projet pour la prescription infirmière ici au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Alors aujourd'hui, on vous offre un atelier formatif avec nos experts que je vais pouvoir vous présenter plus en détail tout à l'heure. Je vais juste vous expliquer un petit peu le déroulement de l'activité. Alors, vous allez avoir une première partie avec Dr Gervais, intervention brève en cessation tabagique, et ensuite avec Florence Maheu-Dubuc pour les activités reliées davantage à la prescription infirmière. Évidemment, c'est avec tous les outils que nous, on a développés ici au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, pour les gens qui viennent de l'externe, bien, en tenir compte là, dans ce que vous allez retenir de cette activité aujourd'hui. Alors, nous avons ici à ma gauche Dr André Gervais, qui est actuellement médecin conseil à la Direction régionale de santé publique de Montréal, qui est dans notre établissement ici au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, pneumologue au CHUM encore activement, et professeur agréé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est très actif sur le contrôle et toutes les activités pour la cessation tabagique depuis 1983. Donc, un homme très expérimenté qui va nous livrer tous ses secrets cet après-midi. Donc, actif aussi au niveau du Centre d'abandon du tabagisme du CHUM depuis 1997. Et il a contribué à la rédaction de lignes directrices et est membre de comités consultatifs pour les maladies obstructives chroniques. Et il va contribuer activement pour la légalisation et tous les enjeux reliés à la légalisation du cannabis. Merci, Guylaine. Bonjour, mesdames et messieurs. On a des messieurs parmi nous. Alors, vous avez le droit de prescrire maintenant. Alors, c'est un nouveau rôle. Et puis, quand il faut faire pour la première fois quelque chose, c'est toujours difficile. Alors, c'est pour ça que toute la formation aujourd'hui, on l'a conçue pour vous aider à vous approprier le sujet de l'abandon du tabac. Donc, intervention brève. Évidemment, je vais passer plus de temps sur les aides antitabagiques que sur l'intervention en tant que telle. Mais on va parler de l'intervention brève avec l'utilisation des aides antitabagiques. Divulgation pour commencer. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt, ni avec l'industrie du tabac, de la cigarette électronique et du pharmaceutique. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. On a beaucoup d'objectifs, mais on va tous les rencontrer. D'abord, les interventions qui sont efficaces, on va voir quelles elles sont. Comment on réalise une intervention brève? Comment on recommande les aides antitabagiques? Vous pouvez prescrire la thérapie de remplacement de nicotine, mais le Zyban et le Champix, qui sont le bupropion et la varenicline, sont des aides antitabagiques efficaces. On va parler de ça aussi. Et référer vers les ressources de soutien. Alors, Florence, en deuxième partie, va vraiment revoir les modalités d'application et de prescription pour le remplacement de la nicotine selon les directives de l'Ordre et pour vous permettre de vous approprier les outils de soutien clinique disponibles aussi pour justement prescrire. Vous allez avoir vous-même à faire une prescription aujourd'hui. Alors donc, moi je commence en vous parlant d'efficacité d'intervention, counseling brève, des aides antitabagiques. Je vais vous dire quelques mots sur la cigarette électronique pour savoir où ça se situe dans le contexte. Et on parle de services de soutien. Et Florence, donc, a la deuxième partie. Bien, tout d'abord, je ne vous parle pas aujourd'hui de tous les méfaits, tous les risques reliés au fait de fumer et des avantages de cesser. Je pense que vous savez ça déjà. Je vais passer mon temps sur comment on arrête. Et la première chose, l'histoire naturelle de l'abandon et de la rechute. Il n'y a rien de naturel au fait de fumer ou à arrêter, mais c'est vraiment le parcours. Et c'est pas jojo. Les fumeurs, il y en a 70 % qui veulent cesser. 45 % passent 24 heures chaque année sans fumer. Mais 5 % seulement vont être abstinents de 6 à 12 mois plus tard. Alors, ça veut dire que l'histoire naturelle, là, quand on essaie de cesser de fumer, on manque notre coup dans 95 % des cas. C'est la même chose que si vous prenez de la cocaïne, de l'héroïne ou l'alcool.
c'est une dépendance, toxicomanie. Et pour avoir traité beaucoup de toxicomanes, le tabac est souvent ce qu'ils disent qui est le pire quand ils doivent cesser une drogue. 30 à 40 % vont rechuter même après 1 an d'abstinence. Et 50 % des fumeurs seulement vont devenir des ex-fumeurs. L'autre 50 % vont mourir avant d'arrêter de fumer. Alors, je vois des sourcils se lever dans l'auditoire. On ne réalise pas souvent jusqu'à quel point c'est difficile de cesser de fumer, mais on va vous dire ce qui fonctionne et comment ça peut aider. Je veux vous rappeler ici qu'un fumeur perd 15 ans d'espérance de vie. Et parmi les fumeurs qui continuent de fumer, 1 sur 2 va mourir d'une maladie causée par le tabac. Alors, c'est des chiffres qui sont absolument incroyables, littéralement. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, pour parler de comment on peut faire pour cesser. On a fait beaucoup d'études sur les différents moyens de cesser de fumer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend un groupe de patients, on les soumet, par exemple, on leur donne des thèmes de nicotine pour les aider à cesser, mais il faut toujours prendre un groupe contrôle pour les comparer. Et il faut s'assurer autant que possible que ceux qui sont dans le groupe expérimental, le groupe contrôle, ne savent pas le traitement qu'ils reçoivent. Il faut les suivre. Alors tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle un essai thérapeutique. Randomisé veut dire qu'on a choisi au hasard des patients qui vont être traités avec le vrai traitement et ceux qui sont traités avec le traitement de contrôle qui est un placebo. Alors, ceux qui vont réussir de cesser de fumer dans les groupes expérimentaux, c'est de l'ordre de 30 %. Dans le groupe contrôle, de l'ordre de 10 %. Alors, je vous disais tout à l'heure que quand on essaie tout seul, c'est à peu près 5 % qui vont arrêter après 1 an. Bien là, quand on fait une expérience, évidemment, les patients, ils savent qu'ils vont participer à une étude et surtout, il y a du suivi. Si on les traite pour 12 semaines, puis jusqu'à 1 an, puis qu'on les revoit au mois, bien ça, c'est tout un traitement de soutien, un traitement comportemental. Et c'est pour ça que le groupe témoin est plus élevé qu'un groupe dans la nature. 30 %, ça veut dire que 70 % rechutent ici. C'est mieux que le 95 %. Puis on peut aller même probablement jusqu'à 40 % dans certains cas. Et on va voir comment on fait pour atteindre ce 30 %-là. Alors ici, les Cochrane, ce sont des études, c'est un groupe qui prend des essais thérapeutiques randomisés et les met tout ensemble pour faire ce qu'on appelle des méta-analyses. Alors on peut ramasser 50 études sur les thèmes de nicotine qui ont un groupe contrôle, un groupe expérimental. On met tout ça ensemble, puis on regarde les résultats en bout de ligne pour avoir une meilleure évaluation du point de vue statistique de ce qui fonctionne. Ici, je vous mets que l'abstinence continue à 6 mois et plus est augmentée de 1,3 à 2 fois. Alors, ça voudrait dire que dans ce que vous voyez ici, là, on est passé de 10 % à 13 % ou même jusqu'à à peu près 20 % qui ont cessé de fumer en ayant les traitements que je vous mentionne ici. Recommandation d'un médecin. Ça, c'était 3 minutes. C'est vraiment une intervention brève, 3 à 5 minutes. Ça peut être fait par d'autres professionnels de la santé. Counseling de groupe versus des aides personnelles. Des interventions qu'on commence durant l'hospitalisation avec un suivi de plus qu'1 mois après. Une entrevue motivationnelle versus juste dire quelques mots. Probablement que beaucoup d'entre vous ont été formés en entrevue motivationnelle. Est-ce que je peux avoir une... Oui, alors donc, vous savez ce que c'est. Intervention par téléphone cellulaire, message texto. Une ligne téléphonique, comme notre ligne J'arrête, où des personnes appellent et où même on les rappelle de façon proactive. Finalement, on peut donner des médicaments, des aides antitabagiques et donner du soutien ou donner ces aides-là sans soutien. Alors, tout ça, toutes ces études-là montrent qu'on peut aller jusqu'à doubler le taux d'abandon avec ce genre d'études. Pour les médicaments maintenant, ici, vous avez une cote pour chaque type de médicament, un rapport de cote. Alors, par exemple, avec des thèmes de nicotine, on double à peu près le taux de succès. Les gommes, vous voyez que c'est un peu moins. Les formulations de nicotine, comme les pastilles, les vaporisateurs, on double. Une combinaison d'un thème, plus, par exemple, une gomme ou une pastille, combinaison de 2, on triple quasiment le taux de succès. C'est là qu'on est rendu dans les 30-35 %. Le bupropion, qui est le Ziban, on quasiment le double. La varenicline, le Champix, on triplait quasiment avec le médicament seul.
Donc, les deux là, qui ressortent ici, c'est vraiment la combinaison varenicline, et c'est dans nos recommandations, la combinaison étant le premier choix. Et on va voir exactement comment on le fait tout à l'heure. Premier message clé, les interventions qui utilisent une combinaison des différentes aides qui comprennent du soutien comportemental sont plus efficientes. Vous avez vu à la première diapo que si on a des aides tout seul ou des aides plus soutien, quand on a plus soutien, ça augmente les taux de succès. Bon, alors, ça, si vous devez lire une publication, c'est celle-ci, Managing Smoking Cessation. C'est le groupe d'Ottawa qui fait la promotion du modèle d'Ottawa, qui a fait une revue en décembre 2016. Et vraiment, c'est un peu comme les lignes directrices canadiennes actuellement. Et je vais vous présenter l'approche. Alors, on a là-dedans, on présente ce qu'on appelle Flowchart to Guide Selection of Treatments for Smoking Cessation. Et je l'ai traduite pour que ce soit plus facile et agrandie. Alors, vous l'avez sur 2 diapos. Alors, une personne qui fume, qui se présente, on doit lui recommander de cesser de fumer, lui offrir des options de soutien. Mais ce qui diffère maintenant avec ce qu'on faisait autrefois, quand on disait à quelqu'un, on va vous aider à cesser de fumer, il y a différents choix de traitement, d'objectifs de traitement. Le premier, c'est de cesser complètement avec un jour cible. Vous arrêtez tel jour, vous commencez vos thèmes, vous commencez à varenicline. Mais maintenant, on peut diminuer pour cesser, tout en commençant la nicotine ou même la varenicline et avoir une jour cible qui peut peut-être être même 5, 6, 7 semaines après. Quelqu'un peut nous dire, moi, je ne peux pas fixer de date cible. Autrefois, on aurait dit, bien là, vous reviendrez me voir ou on va faire un suivi. Maintenant, on peut déjà prescrire un médicament et on peut lui dire, bien, diminuez votre consommation et on se reverra. Puis on verra quand le jour cible, on pourra le fixer. Finalement, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux rien savoir, je ne veux pas essayer de médicament, je veux vraiment rien savoir. Il faut quand même, eux, augmenter la motivation au changement. C'est là que l'entrevue motivationnelle est le plus importante et qu'elle fonctionne. En anglais, c'est les 5 R, mais en français, c'est pertinence, risque, récompense, obstacle et répétition. C'est les 5 choses qu'il faut discuter dans notre entrevue motivationnelle pour aider les personnes à cheminer, puis on les revoit. Alors, pour quelqu'un qui a choisi un de ces objectifs-ci, on les évalue plus en détail. Ça veut dire une histoire tabagique, préférence du traitement, les médicaments qu'ils prennent. On voit les groupes particulièrement à risque et qu'on doit connaître. Les femmes enceintes, il pourrait y avoir les ados ici, parce que c'est une population différente, mais surtout maladies mentales et usage non contrôlé de substances. Alors, ça, c'est les fumeurs qui fument le plus et qui ont le plus de difficultés à cesser de fumer. C'est maladies mentales et usage de substances. Alors, c'est le même diagramme qui continue. Une fois qu'on a fait ça, on peut choisir l'aide antitabagique ou les aides. Et voyez-vous le choix qu'ils ont mis en ordre? La combinaison de TRN est la première. Ordinairement, c'est un thème plus une pastille, parce que la pastille est remboursée et c'est plus facile d'utilisation que la gomme ou les inhalateurs. La varenicline est le deuxième choix. C'était le plus efficace. On l'a vu tout à l'heure. Une formulation TRN après peut venir, mais ordinairement, si on a déjà essayé la combinaison, que ça n'a pas fonctionné, on a plus tendance à aller au choix suivant. Le bupropion vient ensuite. Varenicline, on peut ajouter la TRN, même si ce n'est pas dans les monographies, et c'est un choix qui suit. Et finalement, le bupropion plus le TRN. Il y a même eu des études où on a utilisé varenicline plus bupropion plus TRN. Des études qui étaient non contrôlées à la clinique Mayo. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait un soutien comportemental. Ça peut être le counseling que vous faites vous-même, que le médecin fait lui-même, ou on peut les référer, leur donner des guides, mais les référer pour thérapie individuelle à nos 4, ou des thérapies de groupe, ou encore à la ligne J'arrête, des interventions Internet, etc. Il faut ensuite qu'il y ait un suivi d'organisé, et ça, c'est essentiel. Parce que le soutien, ça veut dire que le patient, il ne faut pas qu'il soit vu une fois, il faut qu'il soit suivi. On dit que c'est une toxicomanie, alors de prescrire pour 12 semaines, ce n'est pas la façon d'atteindre le maximum de succès. Bon, l'intervention,
On l'a résumé de façon traditionnelle par les 5 A en anglais. Nous, le ministère, on a un formulaire et vous allez avoir vos propres outils, mais formulaire qui va être distribué bientôt à tous les ordres, dont l'ordre des infirmières, qui reprend plutôt les 3 D pour demander, discuter et donner, ce qui revient aux 5 A. Et ce formulaire-là, qui s'appelle le formulaire de soutien médical à l'abandon du tabagisme, vous le voyez ici. La première section, qui est le demander, a l'histoire. Et vous voyez qu'on a déjà un cas que vous allez voir tout à l'heure, M. Laflamme, qui fume depuis 50 ans et qui fume 25 cigarettes par jour, qui fume la première dans les 5 premières minutes. Il y a le stade de changement, où on voit s'il est prêt à cesser dans le mois ou dans les 6 mois qui viennent. Ici, on a oublié sur le formulaire de bien redemander s'il y a des maladies psychiatriques, usage d'alcool ou de drogue, qui doit être fait. Et là, selon qu'une personne n'est pas prête en rouge ou prête à cesser dans un mois en jaune ou qu'elle a déjà cessé, bien, on fait différentes interventions pour les motiver. Il y a les échelles d'importance et de confiance qu'on utilise dans l'entrevue motivationnelle qui sont ici. Et on discute donc de quand on va cesser, de quelle façon, on leur donne des outils, on les réfère. Et c'est vraiment le résumé de l'intervention qui peut être brève ou plus prolongée. À l'endo, on a un endroit où on peut mettre une note avec la date, l'état où ils étaient et ce qui se prépare. On a ici les ressources où on peut les référer. Et finalement, les aides pharmacologiques, que moi j'appelle maintenant les aides antitabagiques, les 2 termes sont bons, mais l'aide antitabagique est plus utilisée de façon internationale. Ils sont ici. Alors, nos thérapies de remplacement, la varénicline et le bupropion avec des contre-indications, je vais vous dire plus que ce qu'il y a là aujourd'hui. On va venir à chacun de ces médicaments-là pour en comprendre bien les limitations. Message clé pour cette deuxième partie, les fumeurs, ils peuvent vouloir arrêter complètement, de façon abrupte. Ils peuvent vouloir réduire en vue d'une date d'arrêt déterminée ou non à l'avance, ou ils peuvent simplement vouloir ni cesser, ni faire quoi que ce soit. Nous, nos interventions doivent être adaptées à leurs besoins. Et c'est comme ça pour votre prescription de nicotine aussi. Dépendant du cas, peut-être que ce n'est pas de la nicotine, mais il faut essayer de s'organiser pour qu'ils aient les autres médicaments ou les autres ressources. Là, je vous fais une divulgation. Ce qui vient pourrait faire référence à l'utilisation des produits de façon autre que celle conforme à la version actuelle de la monographie approuvée par Santé Canada. Pour les thérapies de remplacement de nicotine, on n'a plus besoin de prescription, même si nous, on doit en faire une. La prescription, elle a pour but que ce soit remboursé par le régime d'assurance médicaments. N'importe qui peut passer à la pharmacie, acheter des thérapies de remplacement. Alors, ce qui était les monographies, il y a maintenant il y en a encore dans notre livre bleu là, du compendium, mais c'est plus des pamphlets qui y a à l'intérieur des produits même sur les contre-indications. Alors que pour le bupropion et la varénicline, bien là, il y a encore des vraies monographies, et ça, ce n'est pas disponible à moins que vous soyez infirmière praticienne ou que vous soyez médecin. Ça, c'est ce dont on va discuter. Tout ça, c'est les thérapies de remplacement de nicotine, thym, gomme, pastille, inhalateur, vaporisateur. Et la petite étoile rouge ici montre que c'est non remboursé. Alors, le thym, la gomme, la pastille seulement Thrive qui est ici est remboursée. La pastille Nicorette ne l'est pas. Alors, c'est pour ça qu'on a tendance, comme premier choix, à donner un thym plus la pastille Thrive. Et je vais vous montrer les doses tout à l'heure. Le bupropion, la varénicline est même remboursée jusqu'à 24 semaines. Il faut comprendre que remboursé veut dire que c'est remboursé à peu près à 80 % de la valeur totale. Une personne qui prend déjà beaucoup d'autres médicaments, qui a payé son minimum, ça ne va rien lui coûter. Mais quelqu'un qui ne prend aucun autre médicament, il y a quand même un pourcentage d'à peu près 20 % sur les médicaments qu'il doit payer. Pourquoi on donne des aides antitabagiques? C'est vraiment des aides. C'est une béquille. Ça fait quoi? Ça diminue les symptômes de manque de nicotine. Pourquoi si les fumeurs recommencent à fumer? En majorité, ils ne peuvent pas passer plus que quelques heures avant de sentir le besoin de fumer et de présenter ces symptômes-là de manque qui sont ici. La nicotine, ça dure 2 heures
à toutes les 2 heures, il y a une diminution de la moitié de la quantité de nicotine dans le sang, ce qu'on appelle la demi-vie. Et c'est intéressant que les fumeurs qui n'ont pas fumé toute une nuit, ils ont beaucoup de désir de fumer le matin. C'est un indice, ça, de leurs besoins, s'ils fument la nuit ou s'ils fument aussitôt en se levant. Mais ils vont fumer plus le matin pour monter leur niveau. Et après, à peu près aux 2 heures ou 4 heures, quand les niveaux rechutent, bien, ils vont fumer. Alors, s'ils ne fument pas, ils ont ces fortes envies. On a dit de nicotine, ici j'ai cité l'auteur, mais c'est de la cigarette, là, c'est pas la nicotine qu'ils recherchent. Ils vont aussi avoir augmentation de l'appétit, des symptômes dépressifs, pas une dépression comme au style DSM-5, là. Agitation, difficulté de concentration, irritabilité, agressivité, des troubles de sommeil, même se sentir un peu étourdi. Et tous ces symptômes-là diminuent progressivement. On dit ici que les cravings, les fortes envies, durent moins que 2 semaines. C'est pas vrai. Même des années après, des fumeurs vont avoir des cravings. Et puis, c'est là que les médicaments sont importants, surtout au besoin de pouvoir prendre votre pastille là, quand vous avez les rages de fumée. C'est là que c'est important. Comment on choisit le médicament? On regarde les contre-indications, on va en parler. Les préférences du patient et de la personne qui recommande le médicament. Les caractéristiques du patient. Les patients qui sont schizophrènes ou qui ont des dépressions ont peut-être plus de chances de réussir avec le bupropion. Il y a des études qui montrent qu'ils sont plus susceptibles de réussir. Si on a capoté complètement avec la varénicline, et on va parler des avertissements qu'il y a eu sur le Champix, bien évidemment, on ne va pas recommencer ce médicament-là. On ne veut pas le faire une deuxième fois. Santé Canada, il y a à peu près 3 ans, a recommandé de faire un essai avec la thérapie de remplacement de nicotine dans un premier temps, plutôt que d'aller au médicament suivant. Il y a des nouvelles recommandations au sujet du bupropion et de la varénicline, et je vais vous montrer les avertissements qu'il y a avec le temps qui va nous rester en fin de conférence. Dans les pamphlets sur les thérapies de remplacement de nicotine, on mentionne une longue liste de contre-indications. La nicotine, c'est un des 7000 quelques produits chimiques qu'il y a dans la fumée de tabac. Et ce n'est pas celui qui cause des maladies. Ça peut quand même causer des pathologies, mais c'est tous les autres et surtout il y a des substances qui causent le cancer, monoxyde de carbone qui est important pour les maladies cardiaques. Alors, c'est vraiment inapproprié de dire à quelqu'un, ben, vous allez continuer de fumer si vous avez fait un infarctus, mais c'est ce qui est écrit dans les pamphlets pour les thérapies de remplacement. Grossesse et allaitement, la même chose, et c'est toujours des contre-indications. Les jeunes de moins de 18 ans également, ils sont listés sur les contre-indications. Alors, quand on les donne à ces populations-là, on est un peu hors monographie, ou même tout à fait hors monographie. Pour moi, les vraies contre-indications sont ici. Ça dépend des formulations. Si vous êtes allergique au thym, bien, vous ne pouvez pas, vous allez faire une réaction épouvantable. Vous avez une maladie cutanée, on ne peut pas mettre un thym dessus. Vous avez un aft ou un ulcère dans la bouche ou un cancer, bien, toutes les formulations orales, gomme, inhalateur, vaporisateur, bien, ça va brûler dans la bouche, on ne pourra pas les prendre. Il y a du menthol dans l'inhalateur et le vaporisateur. Alors, il y a toujours des avertissements là-dessus. Et il ne faut pas inhaler. Il faut se rappeler que ces inhalateurs-là et vaporisateurs, c'est dans la bouche que ça va. C'est absorbé par la bouche. Il ne faut pas inhaler en même temps, comme on le fait avec un Ventolin ou un inhalateur qu'on prend pour l'asthme ou la maladie obstructive, parce que là, on risque de faire un bronchospasme. Ici, je vous montre ce qui arrive si on fume. Vous avez de 9 h le matin à 9 h le matin, donc 24 heures. Et vous avez le niveau de nicotine dans le sang. En haut, vous avez 22 cigarettes. Vous voyez que la personne, ici, à partir de minuit, elle a fumé durant la nuit. Et vous voyez le niveau de nicotine. En prenant des gommes de nicotine, de 4 qui sont les plus fortes, on s'approche un peu du niveau de nicotine qu'il y avait avec 22 cigarettes. Avec 2, c'est beaucoup plus bas. Et ici, vous voyez un thym qui a été installé ici, qui a pris plusieurs heures avant d'atteindre son plateau. Une fois qu'on le prend tous les jours, bien, le plateau il est toujours conservé. Mais vous voyez que le thym, là, il est à peu près à la moitié, 10, puis ici on est à 20, de ce qu'on a avec 22 cigarettes. C'est peut-être pour ça que les fabricants ont recommandé, quand on prenait 10 cigarettes et plus par jour, de commencer avec un thym de 21 mg, qui était celui qui est sur la diapo.
Ce qu'on ne voit pas ici, c'est que si on a le timbre et que là, on prend une gomme en plus ou une pastille, bien là, évidemment, on va se rapprocher du niveau de nicotine qu'on a autrement. Et là, on passe chacun des produits de nicotine. On recommande ordinairement de commencer avec le 21, si on prend plus que 10 cigarettes par jour, 10 et plus. Puis, les compagnies ont toutes leurs formules. Ordinairement, c'est 4 à 6 semaines avec le 21, 2 à 4 semaines avec le 14, 2 à 4 avec le 7. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est beaucoup plus les symptômes de sevrage des patients qui devraient guider la façon dont on donne la nicotine. Alors, c'est pour ça que moi, je revois ordinairement les patients au moins 4 semaines après qu'ils ont arrêté. Et j'ajuste. Alors, si j'ai commencé avec le 14, avec le 21, bien, je vais voir s'il y a lieu de diminuer. Et je prescris en même temps une formulation à courte action. Et ma formulation à courte action de choix, pour moi, c'est la pastille, parce que c'est plus facile à utiliser que la gomme, vous allez le voir après. Et si on est à plus que 10 cigarettes par jour, j'ai tendance à aller avec la plus forte. Pour les Thrive, et rappelez-vous-en, là, c'est bien important, Thrive, il y a 1 et 2 mg en pastille, et c'est le 2 mg. Alors, un patient ici qui, notre monsieur Laflamme, tout à l'heure, il y avait 25 cigarettes, bien, probablement qu'il est à plus que 10, donc j'aurais commencé avec le 21, mais je lui ai redonné des pastilles Thrive au besoin. On en rembourse 10 par jour pour 12 semaines. Ça fait 840. Alors, on les prescrit ordinairement au besoin, jusqu'à 10 par jour. Mais on a des patients, si on a quelqu'un qui fume 50 cigarettes, qui peut en avoir besoin de plus, là, il faut qu'il paye la différence. Et pour certains patients, si quelqu'un prend un timbre et 25 pastilles par jour, on est mieux d'aller à 2 timbres. Ça aussi, c'est hors monographie. Mais ça se fait. Mais ordinairement, il faut que ces patients-là soient suivis. Mais la procédure, ordinairement, c'est de commencer avec un timbre et courte action. Veuillez noter les nouvelles recommandations de Santé Canada sur la posologie du timbre de nicotine. En 2017, Santé Canada a pour la première fois autorisé l'association du timbre de nicotine Nicoderm à des formulations de nicotine à courte action, comme la gomme, la pastille, l'inhalateur ou le vaporisateur. Et Santé Canada a également approuvé la posologie du timbre Nicoderm. La posologie maintenant autorisée diffère de celle suggérée dans la directive de l'OIIQ parmi les choix de thérapie proposés aux pages 4 à 7. Le timbre de 21 mg est recommandé pour un fumeur de plus que 19 cigarettes par jour. Le timbre de 14 pour un fumeur de 10 à 19 cigarettes par jour, alors que le timbre de 7 mg est recommandé pour un fumeur de moins de 10 cigarettes par jour. La durée du traitement à chaque dose peut être ajustée selon les symptômes de sevrage et le traitement peut être prolongé d'une durée non spécifiée dans la licence du produit. La directive de l'OIIQ n'étant pas prescriptive, l'infirmière peut prescrire des doses plus élevées suite à son évaluation de la situation du fumeur. Les effets secondaires, il y a une éruption qui, ordinairement, quand on change le timbre d'endroit, il n'y a pas de problème. La nuit, il peut y avoir des rêves très réalistes. En anglais, on appelle ça « vivid dreams ». Si on ne fume pas, la nicotine, ordinairement, la nuit diminue et s'en va vers 0. Mais vers 4 heures le matin, il n'y en a quasiment plus. Là, si on prend un timbre et qu'on le garde, il reste de la nicotine dans le sang. C'est peut-être ça qui fait que les patients font ces rêves-là et qui ont de la difficulté à dormir. On peut avoir, donc, à enlever le timbre, quelqu'un qui a beaucoup de difficulté à dormir et qui fait ces rêves réalistes-là, on lui demande d'enlever le timbre avant de se coucher. Il faut réaliser que s'il y a un timbre de 21, il reçoit 21 mg sur 24 heures, il va recevoir 14. Donc, il va peut-être avoir besoin de plus de pastilles ou de gomme pour... le but étant d'en donner assez pour qu'il y ait le moins de goût de fumée possible. Bon, OK. Les gommes, les deux compagnies, Nicorette ou Thrive, font les 2 et 4 mg. C'est le même produit. C'est remboursé 10 par jour pour 12 semaines. Ce qu'il faut savoir des gommes, il faut les mâcher très lentement. La technique chew and park, mais c'est surtout park plutôt que chew. On mâche, c'est pas vraiment de la gomme à mâcher. Alors, si on mâche ça très rapidement, toute la nicotine est relâchée, on l'avale, ça brûle, on l'arrête, mais surtout, ce qui est avalé est inefficace parce qu'au premier passage dans le foie, la nicotine ne se rend plus au cerveau, donc ne fait plus effet. Ceci étant dit, ça va prendre quasiment une demi-heure
pour que la personne qui marche et puis qui stationne la gomme dans sa joue pour que la nicotine passe et que ça monte le niveau dans le sang. Pour les fumeurs, moi j'appelle ça plate. Eux, ce qu'ils veulent, c'est inhaler. On sait que ça prend 7 secondes quand on inhale pour atteindre le cerveau. 3 fois plus rapide que de s'administrer une drogue intraveineuse, de l'inhaler. C'est pour ça que les Chinois, jadis, l'opium, ils le fumaient, plutôt que de le prendre de façon orale. La meilleure façon de prendre une drogue, c'est de l'inhaler. Alors, il faut s'en rappeler, ces médicaments-là ne sont pas inhalés. Même le vaporisateur ou l'inhalateur non plus ne sont pas inhalés. La cigarette électronique l'est, oui, et on va en parler un peu plus tard. Donc, les effets secondaires, si on a suivi les instructions, il n'y en a pas. C'est plus facile d'utiliser la pastille. La pastille, le problème, c'est que la nicorette est non remboursée. La nicorette vient en 2 et 4 mg, alors que la Thrive, très important, est remboursée. C'est la seule qui est remboursée. Et elle vient en 1 et 2 mg. Et tout ce qu'on a à faire ici, on la met dans la bouche, on la suce. Il ne faut pas manger ou boire en même temps, parce que si on fait ça et qu'on avale la nicotine, elle ne fait pas effet. Donc, pas manger, pas boire en même temps, c'est très important. Même 15 minutes après, il reste de la nicotine. Alors, ordinairement, quand on prend ces médicaments-là, oraux, on essaie de ne pas manger. Au plus, on pourrait prendre une gorgée d'eau qu'on essaie de passer direct sans ramasser tout ce qui traîne dans la bouche de nicotine. L'inhalateur est quasiment plus utilisé. Ces cartouches que vous voyez ici contiennent à peu près 10 mg de nicotine. Il faut inhaler 20 minutes pour en retirer 2 mg. Alors, puis c'est pas remboursé. Alors, on n'entend quasiment plus parler. Celui-ci, super efficace. C'est le plus rapide pour l'absorption. 1 mg et Karima en a un qu'elle va vous passer pour que vous puissiez le manipuler. Vous pouvez en vaporiser un peu dans l'air. Ça sent le menthol. Ça a du menthol, comme je disais tout à l'heure. 1 mg est quasiment entièrement absorbé par la bouche et très rapidement. L'action, après 5 minutes, commence. Alors, dans le commercial qu'on voit à la télé, ils disent immédiatement, c'est un peu exagéré, là, mais en 5 minutes, on atteint quasiment le pic, plutôt qu'une demi-heure avec les autres produits comme les gommes ou les pastilles. Effet secondaire, par contre, c'est très concentré, ça fait de la salive, donc on a tendance à avoir des hoquets, hypersécrétion salivaire, ça peut irriter la bouche, ça peut causer des brûlements. Avertissement, ne pas inhaler. Il ne faut pas inhaler ce produit-là. On se le vaporise dans la bouche. Ce n'est pas un inhalateur comme pour l'asthme. Et ça, c'est le message qu'il faut bien comprendre ici. J'ai un tableau ici que je ne passerai pas en détail, mais l'idée de ce tableau-là, c'est de vous montrer l'équivalence entre le fait de fumer une cigarette et les produits de remplacement que vous donnez. Quand on fume une cigarette, on peut absorber entre 0,4 et 2,5 mg, mais généralement, c'est à peu près 1 à 2 mg qu'on absorbe. Mais je m'explique. Quand on fume, on peut fumer plusieurs bouffées. On peut inhaler profondément, retenir. Tout ça, ça a un effet sur la quantité de nicotine qui va être absorbée. Alors, un schizophrène, généralement, inhale, retient, puis il en inhale beaucoup, et c'est un fumeur à la chaîne. Bien évidemment, lui, sur une cigarette, il va peut-être réussir à retirer 2 mg. Quelqu'un qui est moins addict, puis qui le laisse sur le cendrier, il va peut-être être plus près du 1 mg. Avec les machines à fumer, selon les cigarettes, on retrouve de 0,4 à 2,5 mg dans les cigarettes. Les produits de remplacement que vous voyez ici, un thème donne 21 sur 24 heures, 14, 14, 7, 7. Mais voyez-vous, les gommes, que ce soit la nicorette ou la Thrive, à peu près la moitié va être absorbée seulement. Alors, si vous donnez une gomme de 2, vous donnez à peu près 1 mg de nicotine. Si on a fait le chew and park qu'on n'a pas mangé, qu'on l'a utilisé vraiment là, selon les règles de l'art, avec la 4, vous atteignez 2,5. Les pastilles, c'est plus. La pastille nicorette, c'est celle qui est la meilleure. Avec 4, la nicorette de 4, qui n'est pas remboursée, vous donne 3,2. Les Thrive sont quasiment entièrement absorbées, mais par contre, elles viennent en dose de 1 à 2 mg. Et c'est pour ça que c'est celle qu'on utilise le plus souvent, parce qu'elles sont remboursées. Puis vous voyez-vous, 2 mg quand même, vous retirez 2 mg avec la Thrive, donc c'est excellent. Inhalateur, c'est très peu efficace. Et finalement, notre vaporisateur, avec le 1 mg, on en retire 0,8 mg. Donc, pour certains fumeurs, là, une vapo, c'est assez pour leur donner quasiment l'équivalent d'une cigarette. Alors, et ça arrive souvent maintenant,
que, étant donné que ce n'est pas remboursé, moi j'ai des échantillons. Alors souvent, le patient, je vais lui prescrire son thème de nicotine à 21 s'il fume plus que 10, son Thrive à 2 mg, et je lui donne un échantillon de vaporisateur. Ça coûte 50 $ en pharmacie. Costco en vend 2 pour 45. Alors, puis il y a 108 doses. Mais étant donné qu'il faut vraiment apprendre, à cause de l'hypersalivation que ça cause et les hoquets, il y a des patients qui ne peuvent pas l'utiliser. Par contre, ceux qui apprennent à tolérer l'hypersalivation, à ne pas trop avaler la salive pour justement pas avoir de hoquets, j'en ai qui l'ont pris pendant des années pour réussir à ne pas fumer une fois qu'ils avaient réussi à arrêter. La durée du traitement, officiellement, c'est 12 semaines. On ne traite pas une toxicomanie en 12 semaines. Alors, pour les gens qui sont les plus gros addicts, surtout les gens qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, j'en ai eu un qui en prenait depuis 10 ans et il n'était pas toxicomane. Un patient que j'ai vu à un moment donné qui prenait 10 gommes par jour de 4 mg depuis 10 ans. Et lui, il m'a consulté, pas pour cesser de fumer, mais pour cesser ses gommes parce qu'il était inquiet. Mais il était en pleine forme, il s'entraînait parce qu'il ne fumait pas depuis, je pense que c'était 10 ou 11 ans. Ça avait été très bénéfique qu'il continue ces produits-là. Mais ce n'est pas notre objectif, mais il faut comprendre que pour certaines personnes, ça va être nécessaire d'utiliser depuis plus longtemps. Ça aussi, c'est hors monographie. La cigarette électronique, depuis l'an 2000, ce qu'on a comme conclusion sur la cigarette électronique, c'est que le contenu, c'est certainement d'apparence beaucoup, beaucoup moins dangereux, de 10 à 100 fois moins de produits toxiques pour les différents produits toxiques que ce qu'il y a dans la fumée de tabac. Par contre, il y a quand même des produits cancérigènes là-dedans et on n'a pas d'études à long terme sur la sécurité du produit. Le gouvernement canadien est actuellement en commission parlementaire, il discute du S5, ils sont en chambre, où ils parlent du projet de loi S5 où la cigarette électronique est censée être approuvée, puis ils sont censés aussi approuver l'emballage neutre pour les produits du tabac. Et j'étais en ligne avant qu'on commence, c'était en direct les discussions au Parlement canadien sur la cigarette électronique. Ce qu'on sait, c'est que les études là-dessus ne sont pas concluantes pour l'abandon. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui l'ont utilisé. Il y a, je dirais, probablement des millions de personnes aussi qui ont cessé ou qui continuent d'utiliser la cigarette électronique. Alors, actuellement, la position, c'est que si quelqu'un n'a pas réussi à cesser avec toutes les autres choses, on peut leur dire de l'essayer, mais ce n'est pas un traitement officiel, reconnu. Là, peut-être qu'avec l'approbation, j'espère, du gouvernement canadien de la cigarette électronique avec nicotine, que la situation va changer, mais c'est à suivre. En Grande-Bretagne, ils en ont breveté 2 et elle est remboursée par leur système d'assurance médicaments. Alors, les Britanniques sont beaucoup à l'avant-garde pour l'utilisation de la cigarette électronique. Il me reste une vingtaine de minutes pour parler du Zyban et du Champix, donc du varenicline et bupropion. Beaucoup d'avertissements, particulièrement pour la varenicline, sur les risques de suicide et les risques de faire des effets neuropsychiatriques sévères. Médicament sorti en 2008 et tout de suite l'année après, ça avait sorti en 2007 aux États-Unis, des cas de suicide rapportés partout au monde, des avertissements. On a reçu, nous, au Canada, au moins 4 avertissements. On a refait les monographies 4 fois et les avertissements grossissaient à chaque fois. La boîte noire est apparue. Il faut qu'un proche vous surveille. Alors, toujours est-il qu'on a fait beaucoup, la compagnie a fait beaucoup de recherches partout à travers le monde sur l'utilisation du Champix et aussi, on regardait des bases de données vétérans de l'armée américaine, les groupes de médecine familiale en Grande-Bretagne. On n'a pas pu démontrer que le Champix était plus dangereux que les autres médicaments pour aider à cesser de fumer ou même que de cesser de fumer par soi-même. Alors, le Food and Drug a demandé à la compagnie, et la compagnie qui fait le Champix et la compagnie qui fait le Zyban, de faire une grande étude pour tirer les choses au clair. Et c'est cette étude-ci qui s'appelle Eagles. Et ce qu'ils ont fait, ils ont demandé qu'ils traitent des patients, 4 groupes de patients, avec de la varenicline, du proprion, du bupropion. Alors souvent, on utilise les 2 noms, là. Donc le Champix, le Zyban,
un thème de nicotine de 21 ou un placebo. Et que ça, c'est fait au hasard. Et ils ont dit, vous allez traiter tous ces patients-là, mais vous allez choisir des patients qui ont des histoires de maladies psychiatriques et d'autres qui n'en ont pas. Et on va voir combien ils réussissent à cesser de fumer et combien ont ces fameux effets neuropsychiatriques. Et un an après, les résultats sont sortis, puis ça a surpris beaucoup de gens. Et à cause de ça, on a changé les contre-indications, avertissements dans les monographies. Il en reste encore, mais je vais vous montrer les résultats d'abord. Alors ici, vous voyez que si on a une histoire de maladie psychiatrique, avec la varénicline, il y en a 6,5 % qui ont eu des effets neuropsychiatriques. Ça veut dire qu'ils ont pu devenir agités, avoir des idées suicidaires, se sentir mal dans leur peau. Ils avaient toute une liste d'effets neuropsychiatriques. Évidemment, le plus sévère, c'était le suicide, là. Il n'y en a pas eu, heureusement. Mais vous voyez qu'avec le bupropion, c'est 6,7, le thème 5,7 et le placebo, donc quelqu'un qui n'a même pas pris de médicament, c'était 5 %. Tout ça, là, ce n'est pas significativement différent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour les personnes qui avaient des histoires de maladies psychiatriques, ce n'était pas différent s'ils avaient pris un placebo de s'ils avaient pris le Champix. Si vous regardez ceux qui n'avaient pas d'histoire de maladie psychiatrique, bien là, c'est encore moins. Là, on a 1,3, 2 2,5 %. Donc, première conclusion, si on a une histoire de maladie psychiatrique, ça va être plus élevé. Par contre, ce n'est pas le médicament qui semble être responsable de l'apparition des effets neuropsychiatriques, mais c'est le fait de cesser de fumer. Et ça a une implication, parce qu'alors qu'on avait tous ces avertissements-là, avant, on disait attention au Champix, le bupropion, en passant, a eu des suicides aussi, le Ziban. On avait donc les mêmes avertissements pour le bupropion. Là, ça change la donne. Et à cause de ça, le Food and Drug aux États-Unis est obligé de changer ces avertissements. Deux bémols pour cette étude. Quand on parle d'histoire de maladies psychiatriques ici, c'était des patients qui étaient stables depuis au moins 6 mois à 1 an. Et c'était des patients qui ne consommaient pas de façon non contrôlée non plus. Alors, on n'a pas d'information si quelqu'un a une maladie mentale qui est instable ou si quelqu'un est en grand problème de consommation aiguë. Et ça, c'est peut-être les cas qui ont eu des suicides et qui ont été rapportés un peu partout, là. C'était peut-être dans ces situations-là qu'ils étaient. Alors, même si ça nous rassure que c'est surtout le fait de cesser de fumer, on sait quand même que s'il y a une histoire de maladie mentale, il y en a plus. Mais si on a une histoire de maladie mentale, si c'était instable ou qu'on continue de consommer, c'est probablement plus que 6,5 %. Puis c'est peut-être là que les suicides se passent. C'est pour ça que les avertissements ont été modifiés, mais ils n'ont pas été complètement enlevés. Implication d'Eagles, c'est un peu ce que je viens de vous dire. On peut utiliser les 3 classes d'aide antitabagique, mais les effets neuropsychiatriques se produisent plus souvent chez ceux qui ont une histoire de maladie psychiatrique. Le FDA a retiré sa boîte noire. Aux États-Unis, ils mettent un carré noir quand un médicament est à très haut risque. Et le seul qui a vraiment des carrés comme ça, c'est les antidépresseurs pour les adolescents. Et il y avait le Champix. Puis dans ce temps-là, ils disent qu'il faut qu'il y ait un proche qui vous surveille quand vous cessez de fumer. Et ça, c'est resté dans les recommandations. Donc, le Food and Drug a revisé 16 décembre. Bon, je pense que c'est ce qu'on a dit. Contre-indications pour le Champix, ils sont ici. Alors, je passe rapidement, mais c'est surtout les femmes enceintes, l'insuffisance rénale ou si on est allergique. Il y a plein de mises en garde et je ne vais pas les revoir tout en détail, mais vous les avez dans vos pamphlets. Ça dit, là, et ça je l'ai copié textuellement de la monographie qui est sortie en février 2017, pardon. Oui, c'est ici. Avant de prescrire, et on parle des avantages et risques, mais c'est ici qu'on parle de tous les risques neuropsychiatriques de devenir déprimé, irrité, agité. Il y a également des avertissements pour des risques de conduire ou d'utiliser des machines. Il y aurait eu certaines convulsions. Ordinairement, la convulsion, c'est le bupropion, le Ziban, c'est une contre-indication pour ces produits-là, mais il y en aurait eu avec le Champix. Alors donc, on dit de faire attention ici. Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'aggravation des symptômes neuropsychiatriques.
Il y a eu des problèmes cardiovasculaires, mais tout ça, ce qui était sorti là-dessus, ça a été comme démenti. Il n'y a pas eu vraiment de preuve qu'il y a plus de problèmes cardiovasculaires avec le Champix. Alors, je vous laisse ça. Les effets secondaires qu'il y a avec le Champix, c'est surtout nausée, insomnie. Il peut y avoir des rêves anormaux, comme on a avec les thèmes de nicotine. Et c'est un médicament qui reproduit l'effet de la nicotine sur le cerveau. On peut maintenant commencer le Champix de différentes façons. Comme je le disais au début, on peut le commencer traditionnellement. On donnait 0,5 mg une fois par jour pour 2 jours. Ensuite, on augmentait à 1 mg et puis 1 mg 2 fois par jour. Maintenant, on peut le commencer, mais ne pas nécessairement cesser de fumer après 7 jours, comme on faisait auparavant. On peut le continuer longtemps et arrêter beaucoup plus longtemps après. Bon, alors c'est un peu ça ici. Le bupropion, les contre-indications sont principalement liées au risque de troubles convulsifs. S'il y a eu des convulsions, on ne peut pas le prescrire. Alors, il y a des avertissements de ne pas arrêter l'alcool si on en prend en même temps ou les sédatifs qui pourraient prédisposer aux convulsions. Il y a beaucoup de facteurs de risque pour les convulsions que je ne revois pas ici, mais si on note ces facteurs de risque-là, on a plus de risques d'en faire, donc il faut avertir les patients, surveiller plus. Encore une fois, ici, dans la monographie qui, elle, date du 10 août 2016, plein d'avertissements de choses qu'on doit dire avant, principalement sur les crises convulsives, mais il y a tout aussi les avertissements sur les risques d'effets neuropsychiatriques. Exactement, quasiment mot pour mot, comme ce qu'on a retrouvé pour le Champix. Alors, je vous les laisse. Les effets secondaires, si on prend le produit, ça donne beaucoup d'insomnie, ça buzz littéralement. Et les psychiatres n'aiment pas ça pour les patients qui sont hypomaniques ou qui ont tendance à être plutôt de tendance maniaco-dépressif parce que ça stimule. Et moi, j'ai vu des patients changer de personnalité complètement en prenant ce produit-là. Ils ont arrêté de fumer, ils ont retrouvé un emploi, ils ont dit « la vie n'a jamais été si belle ». Alors, je pense que j'avais identifié une personne qui souffrait de dépression chronique depuis des années et qui ne le savait pas. Parce qu'il faut se rappeler que le Ziban, c'est aussi un médicament pour le traitement de la dépression. Alors, c'est un antidépresseur. Alors, on commence ordinairement avec une pilule par jour pour 3 jours. On augmente à 2 fois par jour. On ne prend jamais une deuxième dose à moins que 8 heures d'intervalle parce que si la concentration augmente, il y a plus de risque de convulsion. Et il y a aussi beaucoup avec le Ziban d'interactions médicamenteuses. Alors, quand le patient a une liste longue comme ça, si on n'a pas avec le Champix, il faut regarder les différents médicaments. D'autres antidépresseurs, ça peut augmenter leur concentration, les antipsychotiques. Alors, c'est important de savoir ça. Le troisième message clé, maintenant, on a des personnes qui ont l'intention immédiate de cesser, mais il y en a aussi qui veulent réduire progressivement leur tabac avant d'arrêter. Puis on peut utiliser une combinaison de TRN ou même la varénicline pour réduire la consommation, même avant de cesser. Et ça, c'est, quand ils l'ont écrit en décembre 2016, ce n'était pas vraiment bien formulé dans une publication si officielle que celle qu'on a eue en décembre 2016. Les ressources, j'en ai parlé tout à l'heure, puis je pense que Florence va en reparler un peu plus loin. J'attire votre attention sur les textos, le SMAP. Ça, c'est vraiment génial. C'est une intervention où vous inscrivez en ligne et vous recevez des messages textos et vous pouvez recommuniquer puis demander de l'aide de la ligne aussi. Alors, la Société canadienne du cancer a déjà publié 2 évaluations là-dessus qui montrent des bénéfices. On pensait que ce seraient les jeunes adultes au début, plus les 15-24, mais ça se rend jusqu'à 50-55 ans, l'utilisation. Les téléphones intelligents sont omniprésents, puis je pense que c'est un effet bénéfique. On va arriver à la prescription infirmière, mais je pense qu'on peut avoir peut-être une période de questions avant de passer à la présentation suivante. Oui? Je voulais savoir la pastille Drive. Si oui. On a quelqu'un de nerveux qui croque la pastille à la place de la sucer, est-ce qu'on a besoin de plus forte dose? Est-ce que ça peut... C'est absorbé par la muqueuse. Je ne pense pas qu'il y a ordinairement dit qu'on la suce. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Il y en aurait un peu plus qui est dans la bouche, mais c'est absorbé quand même lentement. Et la gomme et la pastille, là,
je ne vous ai pas montré des courbes d'absorption, mais on voit là, que ça monte comme ça, puis ça prend à peu près une demi-heure avant d'atteindre son maximum. Puis le maximum est loin d'être le maximum qu'on a en inhalant. Hein. En inhalant, ça passe directement par le poumon au cœur gauche et ça va au cerveau. Ça prend 7 secondes. Alors donc, la pastille Thrive, même si on la croque, c'est pas... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui tue les fumeurs, puis ce qui est dangereux, c'est la fumée de cigarette. La nicotine, ils en prennent déjà en quantité industrielle et ils sont des maîtres à titrer la nicotine. Ils ont l'effet immédiat en fumant et ils peuvent ajuster leur dose, là. Nous, quand on leur donne une gomme, une pastille, c'est ennuyant. Avec le vaporisateur, ça va plus vite. La cigarette électronique, on sait que c'est absorbé aussi, mais probablement à peu près la moitié de ce qui est absorbé avec une cigarette conventionnelle. Et il faut qu'il y ait de la nicotine dedans. Je ne suis pas entré dans les détails, mais il y a différentes concentrations. Ceux qui vapotent, pour avoir assez de nicotine pour ne pas fumer, ils vapotent ordinairement plus que quand ils fument. Alors, ils sont constamment leur nuage de vapeur autour d'eux. Et on essaie de leur dire, s'ils vont faire ça, bien écoutez, ce n'est pas encore un traitement reconnu, mais commencez au moins avec 12 mg par millilitre de nicotine dans le liquide, ça peut aller jusqu'à 36. Si vous toussez, parce que il y a un effet irritant là, de la nicotine dans le liquide, à 12 mg, s'ils l'ont, évidemment, s'ils toussent beaucoup, on ne va pas plus haut, mais s'ils ne toussent pas, ils peuvent augmenter. Plus il y a de nicotine dedans, moins ils ont besoin de vapoter. Alors, c'est un peu ça. Autre question, oui. Je travaille au Centre jeunesse de Montréal, en centre de réadaptation. Oui. Puis nos jeunes, souvent, quand ils arrivent, sont hébergés donc, dans des moments de crise et tout, puis ils ne peuvent pas sortir, donc ils se ramassent à devoir arrêter de fumer, mais sans nécessairement le vouloir. Et souvent, ce qui arrive, c'est que nos jeunes sont hébergés du lundi au vendredi, sortent la fin de semaine, fument leur 8 paquets pour se reprendre tout ce qu'ils ont manqué de la semaine, et reviennent la semaine et demandent de l'aide et des TRN pour les aider. Quelle serait un peu votre approche? Oui. Ça, je n'ai pas parlé longtemps, mais quand on regardait l'algorithme décisionnel, on avait les gens qui veulent réduire, mais il y a une autre indication, c'est l'abstinence temporaire. Et ça, on le fait actuellement. L'Institut de cardio le fait, le CHUM le fait. Un patient qui entre à l'hôpital et qui doit être opéré, il est fumeur, il est admis pour n'importe quelle pathologie, il ne peut pas fumer, c'est interdit partout de fumer. On leur donne des thèmes et on peut leur donner des gommes aussi. On a même des études qui ont été faites chez des malades psychiatriques qui venaient à l'urgence et qui venaient parce qu'il y avait un problème, ils voulaient voir le psychiatre. Il y avait un très haut taux de personnes qui repartaient parce qu'il fallait qu'ils attendent. On a commencé à leur donner des gommes. Bien, le fait de leur donner des gommes, ça les calme. Alors, ça peut se faire, mais là, vous avez une population qui a moins de 18 ans. Alors, ça, c'est une contre-indication selon les monographies et la ligne officielle, mais ça peut se faire. Alors, le thème, ça donne un niveau continu. C'est ce qui est le plus facile. Mais les gommes, les pastilles peuvent être utilisées aussi. Quand j'ai été dans les prisons il y a quelques années, eux, ils n'aimaient pas les produits comme les vaporisateurs parce qu'ils avaient peur que les prisonniers s'en servent pour inventer des armes ou faire toutes sortes de méfaits. Alors, les produits ou bloquer les serrures avec les gommes, ou en tout cas, ça fait qu'ils aimaient mieux utiliser surtout des timbres. Alors, dépendant, je ne sais pas, là, vos jeunes oui, ben, en tout cas, c'est des considérations aussi qu'il faut avoir. Mais du point de vue de les aider à ne pas avoir le sevrage, c'est certainement important. Il vient de sortir une étude où on a traité des patients avec maladie mentale et de polytoxicomanie avec des timbres et des gommes. On les a traités pour diminuer leur tabagisme, et ça vient d'Ottawa. Et ça a diminué leur consommation de tabac de façon importante, mais ça les a même aidés à contrôler mieux leur autre toxicomanie. Alors, il y a probablement des bénéfices. Peut-être qu'ils vont vouloir même arrêter de fumer avec ça ou réussir à cesser. Alors, moi, je pense que ça vaut la peine de le faire, mais il faut organiser le système en conséquence. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'un système qui existe en Europe où c'est une cartouche de tabac qu'on met dans une... Oui, ça s'appelle l'ICOS, et puis c'est maintenant commercialisé au Canada. Ça a été commercialisé en 2017. Et en commission parlementaire, en 2015, pour la loi, j'en avais une que j'ai obtenue de Suisse pour en parler en commission parlementaire. Je ne l'avais jamais amenée au Parlement.
mais c'est des produits qui sont chauffés. Contrairement à la cigarette électronique qui vaporise et chauffe une solution de nicotine dans du glycérol, c'est un produit du tabac. Alors, on a un instrument là, qui est plat, dans lequel on rentre une petite cigarette qui est vraiment avec du tabac et qui chauffe le produit. À l'autre bout, il sort une vapeur. Et là, IQOS, je pense que c'est Imperial Tobacco qui le commercialise au Canada, je ne suis plus certain, c'est Philip Morris. Et ils veulent que le produit soit accepté comme un produit du tabac, mais surtout qu'on dise qu'il y a moins de risques, ce que Santé Canada a refusé de faire jusqu'à date. C'est des produits qui sont probablement quand même plus risqués que la cigarette électronique, parce que c'est du tabac qui est chauffé. Il y en a une autre, le nom m'échappe, la deuxième marque, là, mais il y a 2 marques, je pense, qui ont été... Mais IQOS, oui, qui est Philip Morris, oui. Alors vraiment, si quelqu'un n'a pas pu réussir avec tous les produits de remplacement de nicotine, moi, j'aime mieux la cigarette électronique et j'espère surtout qu'il y en a une qui est déjà légalement disponible par un service de santé en Angleterre. Le problème ici, c'est que quand on le prescrit, comme ce n'est pas légal, il n'y a pas de contrôle de qualité. On ne sait pas si la personne a 12 mg dans son liquide de nicotine ou s'il y a des impuretés ou si le dispositif va prendre en feu. On a un cas qu'on a rapporté en santé publique d'une explosion d'une cigarette avec l'oxygène. Parce qu'évidemment, quand on prend de l'oxygène, ordinairement, on ne fume pas, mais là, la cigarette électronique, il y a eu une étincelle. Parce que quand ils l'ont activé, il y a une étincelle, puis l'oxygène a explosé. Heureusement, la personne n'est pas morte, mais il y a quelques cas de rapport de mortalité avec explosion de la batterie des cigarettes électroniques. Alors, on a besoin d'un contrôle pour la sécurité de ces produits-là. Peut-être que c'est en train de passer là, au Parlement canadien, finalement. Oui? Pour les personnes qui fument plus d'un paquet de cigarettes par jour, genre deux paquets, oui. Est-ce que moi, en tant qu'infirmière, je dois prescrire 2? Bien là, Florence va y répondre. Ce n'est pas dans vos directives. Excepté que, bien là, je vais peut-être te laisser élaborer là-dessus. J'aurai peut-être des commentaires aussi. Ouais. Puis en fait, moi, quand je le fais, je suis les patients. C'est toujours parce que j'ai essayé au préalable de donner le thème plus une ou deux formulations à courte action, évidemment ma pastille Thrive, mais souvent maintenant, le Vapo-Éclair en plus, parce que le Vapo-Éclair, il agit plus rapidement. Puis pour les gros fumeurs, ils veulent quelque chose qui les aide là. Ils ne veulent pas attendre une demi-heure. Alors les pastilles, souvent, ça ne fait pas. Puis quand le Vapo-Éclair fonctionne, qu'ils ont appris à contrôler le hoquet, souvent, ils vont même tolérer le hoquet et continuer à le prendre parce que c'est ça qui les satisfait le plus. La cigarette électronique, c'est une vapeur aussi. Puis éventuellement, quand on pourra en avoir qui sont légales, évidemment. Mais je le fais actuellement. Quelqu'un peut avoir son thème, sa pastille, il a son vaporisateur, mais il décide qu'il veut sa cigarette électronique au besoin. C'est un autre moyen de prendre de la nicotine au besoin, si ça lui plaît plus. Oui? Pouvez-vous revenir ou élaborer un petit peu plus par rapport aux contre-indications selon les monographies oui. de la TRM pendant la grossesse? Oui. Ben, disons que actuellement, c'est dans les monographies parce qu'ordinairement, il y a eu très peu d'études ou pas d'études qui montrent que c'est efficace durant la grossesse. Il faut comprendre qu'une femme enceinte métabolise plus rapidement la nicotine que quand elle n'est pas enceinte. Tout est activé. Et on a fait quelques études, mais on leur donnait des doses plus faibles que ce qu'on donne ordinairement parce qu'on avait peur d'intoxiquer le fœtus. Alors, on a fait la même chose avec les ados. On a décidé de juger ça par le poids. Alors, quelqu'un qui fume un paquet par jour, je vous ai montré, s'il prend 1 à 2 mg par cigarette, bien, même s'il pèse 50 kg au lieu de peser 100 kg, la quantité qu'il y a dans le sang est proportionnelle à ce qu'il inhale et ce qui rentre. Alors, il y a eu des gros problèmes avec les études, mais on n'a pas démontré d'efficacité. Puis évidemment, avec les femmes enceintes, surtout aux États-Unis, on est tellement en panique qu'il peut y avoir des poursuites que les compagnies se protègent. Alors, c'est pour ça que c'est écrit. L'Association d'obstétriques et gynécologues du Canada a accepté qu'on le fasse. Une fois qu'on a essayé un traitement comportemental, ils viennent de publier des nouvelles directives en 2017. L'Association des obstétriciens aux États-Unis l'a fait. Les groupes d'experts au Canada, dans le document du groupe d'Ottawa, PIPE, là, il mentionne qu'on peut considérer
la nicotine chez les femmes enceintes. C'est la même chose pour les ados. Ils sont dans la même situation que les autres fumeurs. Et on recommande chez la femme enceinte souvent de commencer avec un produit, une formulation à courte action, plutôt que le thème. Et si on met le thème, de l'enlever la nuit pour essayer d'éviter d'exposer le fœtus à plus de nicotine. Mais encore une fois, étant donné que la femme enceinte métabolise plus vite, on a tendance à la sous-doser. En fait, ça, c'est le cas pour tous les fumeurs. On a toujours tendance à sous-doser. Et quand quelqu'un se sent mal puis qu'il revient vous voir, il y a beaucoup plus de risques qu'il soit en sevrage, les symptômes que je vous ai mentionnés, qu'il soit surdosé. Si vous prenez un fumeur qui fume 5 cigarettes par jour et que vous lui mettez un thème de 21 mg, bien là, vous avez gaffé. Et lui, il va peut-être avoir la nausée, il va peut-être vomir, il va peut-être avoir des sueurs, parce que lui, vous allez le surdoser. Et pour quelqu'un qui n'a jamais ou exposé à très peu de nicotine. Mais à part ça, avec les produits par formulation courte, j'ai jamais vu un fumeur, moi, qui, même avec des maladies mentales, qui va en prendre au point de se rendre malade. Il prend ce qu'il prenait, quand il prenait sa cigarette, aussitôt qu'il en a assez, il arrête. Et donc, les femmes enceintes, on commence avec une courte action. Parfois, on peut aller au thème, mais là, on va enlever le thème la nuit et c'est accepté. On peut aussi utiliser le bupropion. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais il faut suivre les femmes. Et le Registre des naissances du Québec, il y a une étude par un chercheur de Sainte-Justine sur toutes les femmes qui ont utilisé thérapie de remplacement de nicotine et bupropion jusqu'en 2015, je crois, qui a été publié. Donc, ça se fait. Et ces femmes-là, en passant, ont diminué leurs complications, ont diminué les petits poids. Et c'est dans un registre qu'on appelle le Registre des naissances du Québec. Alors, on a même des données québécoises où il y a eu l'utilisation de la nicotine chez les femmes enceintes. Alors, à Sainte-Justine, je viens de faire un peu le même exercice qu'on fait ici avec les infirmières en obstétrique où on a filmé pour parler justement d'abandon chez les femmes enceintes. Alors, c'est un sujet populaire, là. Ça répond? Oui. D'autres questions? Ou si on est prêt pour la pause et puis... Ça va? Bon, alors, bonne pause et à bientôt.